Alors, aujourd'hui, je vous parle des méthodologies de relève 3D pour les patrimoines. Alors, je promets. Moi, à la base, je suis un historien, je suis médiéviste, j'ai un master 2 en archéologie médiévale. Donc, après, j'ai un doctorat de recherche, comme bien dit Sébastien, en géomatique et système d'information géographique. Mais dans ces dernières années, ça fait un peu de temps que je travaille aussi sur les données 3D. Tout ce que je fais voir, c'est mon relève 3D fait, nous, on a un petit laboratoire, c'est DIPAC avec les D-Lab, que c'est pas encore un laboratoire, c'est un lieu en commun avec les DIPAC et l'autre laboratoire d'histoire contemporaine toujours à l'UVSQ, et qui nous ont permis d'avoir des matériels pour commencer à travailler sur le 3D. Bon, voilà, on est vraiment un petit laboratoire. Les research, on a eu beaucoup de chance avec pas mal de possibilités d'appel à projet. Je discuterai avant. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un relève 3D du patrimoine? Faire un relève 3D, comme c'est écrit dans la slide, c'est d'un bâtiment ou d'un objet, hein, parce que peut être aussi un objet patrimonial. C'est enregistrer la caractéristique de sa forme, sa couleur, pour créer enfin une copie numérique de cet objet. Ici, dans l'exemple, c'est un exemple que je ferai voir vers la fin, c'est la commande du templier de l'Encours. Donc, à gauche, c'est la chapelle réelle. À droite, on peut voir la version numérique qu'on a réalisée avec les relèves 3D. Mais pourquoi faire ça? Alors, ben, il y a dans les sciences humaines sociales, c'est utilisé dans plusieurs secteurs. Ben, pour l'archéologie, ça commence à être très, très utilisé en archéologie. Pas seulement, on verra, il y a aussi la leader aérienne, que c'est très, très utilisé. Ça permet aussi de voir où on ne peut pas voir, par exemple, au-dessous de la forêt. Pour l'étude du bâti, pour la conservation et la restauration, pour la valorisation et pour disposer d'une copie numérique que ces dernières périodes, vous aussi, qu'est-ce qui s'est passé à Notre-Dame, c'est devenu vraiment une chose très, très importante. Seulement, pour vous dire, avant l'incendie de Notre-Dame, il existait une seule copie numérique de Notre-Dame. Aujourd'hui, je pense que ils ont fait avec tous les systèmes possibles et imaginables les relèves de Notre-Dame. Mais c'est devenu, on a vu que c'est plutôt important. Après, il y a beaucoup d'autres exemples. Et cet effet aussi a permis aussi de reconstruire des objets qui n'existent plus. Par exemple, je pense à les statues de Bouddha détruites en Afghanistan, détruites pour les talibans. Dans les années 2010, plus ou moins, on était réussi à reconstruire une copie virtuelle avec les photos qu'ils ont récupérées dans différents travaux qui étaient faits des recherches, mais aussi des touristes. Ils ont aussi à reconstruire. Donc, effectivement, la copie numérique, c'est devenu plutôt important. Euh, Maintenant, on commence à voir comment on fait ces relèves de produits du patrimoine. Donc, on a vu qu'est-ce que c'est, pourquoi on le fait. Après, on peut continuer. Il y a aussi, moi, j'ai fait une liste de pourquoi on fait relevé 3D, mais aussi, on peut penser, je n'ai pas oublié, tout ce que c'est les 3D des petits objets. Je ne parle pas, moi, parce que je ne fais pas. Je n'ai pas la capacité de faire des constructions, des modélisations 3D des petits objets, mais c'est sûr que dans les musées, c'est très, très utilisé. Ça permet aussi, dans le discours, d'éviter de manipuler trop les objets, de créer une copie aussi numérique des objets. Et il y a aussi ce côté plutôt intéressant. Comment on fait les relèves 3D des patrimoines? Il existe fondamentalement deux méthodologies. Une méthodologie qui s'appelle range-based et une méthodologie qui s'appelle image-based. La range-based, c'est une méthodologie qui est pratiquement, comme dit le nom, c'est l'utilisation des capteurs actifs.
L'image, on va travailler sur des images, donc c'est parle plutôt d'un capteur passif. C'est les deux méthodologies qui sont utilisées aujourd'hui pour les reliefs. Les méthodes range-based, donc on va utiliser des capteurs actifs. Euh, Ici, on va parler de la lasergrammétrie en particulier, avec les capteurs LIDAR, ou LiDAR, un Laser Imaging Detection and Ranging, qui peut être de typologie terrestre et aérienne. Il existe dans l'été plusieurs typologies de mesures qui font cet appareil. Normalement, c'est trois typologies de méthodologie, les thèmes de vol, la différence des phases et la triangulation. C'est des méthodologies de mesuration pour permettre d'avoir les coordonnées pratiquement en 3D de l'objet. Nous, honnêtement, qu'est-ce qu'on utilise? C'est surtout les LiDAR que c'est terrestre ou aérien avec technologie de thème de vol. Les lasers, ils vont envoyer un rayon laser, un impulse laser vers l'objet. Quand il touche l'objet, il revient en arrière et les coordonnées sont faites, il va calculer le temps que prend cet rayon laser pour revenir à capteur. Ça permet, avec cet intervalle de temps, de calculer la distance dans la surface. Et avec la connaissance de l'angle, de définir les coordonnées 3D de la zone visée. Une chose importante, ça c'est pour savoir les coordonnées. Après, souvent on voit que déjà les modèles, il y a des couleurs. Donc, je vous préviens, aussi dans les LiDAR, donc avec un capteur actif, il y a des caméras qui font des images, mais ces caméras et cette image, c'est surtout pour récupérer une autre information. Pour chaque point, c'est les couleurs, l'RGB. Ici, dans ce slide, vous pouvez voir des modèles différents des laser scanners terrestres. J'ai mis quelqu'un, il y en a une quantité énorme par tous les prix. On verra aussi ça. Ici, c'est Leica Belka 300, c'est tout à gauche qu'on peut voir à l'intérieur effectivement de la chapelle de la commanderie Templier. C'est ce que nous on utilisons nous. Après, il y a d'autres modèles de Leica et de Riga. Ça change, ben, ça change au-delà des différentes typologies de prix, de la précision, surtout de la distance que peut arriver les lasers et de la précision et de la résolution que peut avoir cette mesuration liée à la distance. Pour vous dire, notre Bayer 460, que c'est un laser très basique qu'on a, plus il est plutôt précis et une bonne précision en distance de 10 mètres. Plus s'éloigne, plus il y a des difficultés. Chose totalement différente pour les Riegel, par exemple, qui scanne ici, que c'était fait pour travailler dans des contextes comme des caves, des mines, ou pour arriver à des distances vraiment, je ne peux pas dire exactement maintenant ni la précision ni la distance qui peut arriver, mais je sais que c'est vraiment impressionnant pour la précision et la distance qui peut arriver à la mesuration. Un scanner, donc le Belka, ça coûte 20 000 euros, les Riegel peut arriver aussi à 80 000 euros. Pour faire comprendre aussi la différence qu'il y a entre les différents systèmes. Ici en bas, vous pouvez voir un nuage de points, donc un relief fait avec le Belka. Donc ici, on part toujours de leader terrestre. Donc, c'est des objets qui montent sur trépied et qui permettent de faire des scansions de notre, dans ce cas de notre bâtiment. Un petit exemple sur des caractéristiques dans ce cas du Bell 460 de la Leica. La portée, il, y a, il arrive à 0,6 mètres, donc on ne peut pas scansionner des choses trop proches de nous, jusqu'à 60 mètres. La précision arrive à 4 mm sur 10 mètres, avec trois résolutions différentes. On peut voir 1 mm sur 10 mètres, 10 mm sur 10 mètres
50 mm sur 10 mètres. Plus est précis, plus il est lent. Ça, c'est c'est logique. Il y a, comme je disais avant, il y a aussi un capteur, en ce cas passif, donc une caméra, mais ce n'est pas pour faire des mesurations, c'est seulement pour capturer effectivement les couleurs, récupérer les couleurs de l'objet. L'autre méthodologie, c'est le leader aérien. Ça commence à être très, très utilisé ces dernières années parce qu'on ne peut monter sur les drones. Donc, n'importe qui peut effectuer des leaders aériens. Avant, c'était réservé surtout pour l'hygiène, par exemple, qui faisait les leaders avec l'avion. C'est les mêmes, ça ne change pas beaucoup. Ça change bien sûr, mais pas énormément à niveau de technologie par rapport à leader terrestre. Mais ça permet bien évidemment de couvrir des grandes parties du territoire. Et l'autre particularité, vu que l'impulse laser peut être répété, il peut passer au-dessous d'une couverture forestière. C'est pour ça que c'est très utilisé. Par exemple, ces derniers jours, Le Monde a fait une tribune qui parlait des leaders utilisés, par exemple, dans le Centre-Amérique, où effectivement on arrive à découvrir des choses très incroyables au-dessous de la forêt amazonienne et seulement la forêt, pardon, la forêt tropicale. Ici, il y a différents modèles. Il y en a mis deux. Ça, c'est les Zemus tout à droite haut qu'on utilise nous. Et après, il y a Yellowstone, déjà, il y a Yellowscan, pardon, que c'est un autre modèle de scanner qui bientôt au laboratoire Sociano, j'espère qu'il va voir que c'est là-bas. Encore quelques caractéristiques, je vais pas tarder beaucoup sur les caractéristiques parce que, bien évidemment, ça, c'est les caractéristiques de L2 Muse. Donc, comme les BL460, c'est plutôt des choses basiques, c'est pas les top de gamme, mais c'est pour faire voir une idée de qu'est-ce que c'est la précision et la résolution de cet objet. Donc, par exemple, ici, 2 cm à 150 mètres. Retour des prises en charge, c'est 5. Donc, il y a à peu près des 5 impulses laser continus pour la traverser. Et après, il y a bien sûr un problème aussi lié à la dimension des rayons laser, qui plus on s'éloigne, plus on est distant, plus s'élargit les rayons, les points, les diamètres des rayons laser. Euh, Mais comme je vous dis, je pense que ces caractéristiques, c'est tellement. Ici, on va faire vraiment. J'essaie de faire un petit discours sur les méthodologies et voir des choses plus pratiques. Après, il y a une autre méthodologie que c'est le scanner à lumière structurée. Dans ce cas, on travaille, c'est basé sur la lumière. Donc, on a la projection de motifs structurés avec, comme ça, on grille des points, on grille des lignes, un autre motif géométrique. Et après, viennent analyser, viennent projeter cette grille sur la surface qu'on veut scansionner. Et après, ils font analyser les déformations de ces motifs causés par les irrégularités de la surface et détectés par la caméra. Normalement, on utilise le scan humain structuré. Elle est très, très précise, par contre, vraiment, au-dessous, bien au-dessous du millimètre. On utilise seulement pour des petits objets. C'est, comme vous pouvez bien imaginer, c'est impossible d'utiliser ça pour un bâtiment. Mais pour les objets, c'est le scanner plus utilisé en absolu. Au petit objet, ou par exemple, pour des objets, pour être une statue. Statue, c'est parfait comme méthodologie. Le laboratoire Scan, par exemple, ça, j'ai fait deux exemples. C'est le modèle Leo et Spider del Dartec sont utilisés par le laboratoire Scan pour effectivement travailler sur les statues ou les objets. Maintenant, on passe à la méthode image-based, que normalement, on parle des capteurs passifs. Il repose sur le principe de la photogrammétrie.
donc qui est en relation géométrique entre les images et la scène réelle dans le moment de la prise de vue. Euh, et on se déplace avec l'appareil, pratiquement, on va se déplacer avec l'appareil photographique autour de l'objet des bâtiments. Qu'est-ce qu'on veut relever 3D? Il faut une superposition entre les différentes images photographiques. Et après, grâce au modèle mathématique, il est possible d'obtenir l'information métrique liée à l'objet pris en photo. C'est une méthodologie très utilisée. Euh, Ça suffit un appareil photo, n'importe quel. Aujourd'hui aussi, avec un portable, on peut faire de la photogrammétrie. Ça, c'est une image, on peut voir le prix des photos liées pour la reconstruction de cet objet. Comme il existe, on peut faire la même chose avec un drone. Donc, on peut faire de la photogrammétrie aérienne. Ça suffit de mettre l'appareil photo au-dessous d'un drone. Et ça, un exemple, ça va dire la base de Royaumont. Ici, on peut voir où s'étaient pris les différentes photos. Qu'est-ce que c'est la grande différence quelle méthode choisir déjà? Ben, ça dépend vraiment du projet. Il n'y a pas de dire oh, ça, oh, ça dépend. Il n'est pas un meilleur de l'autre. Il y a des qualités un qui sont meilleures de l'autre, et ça c'est sûr. Normalement, les leaders est les plus précis. Vraiment, ça dépend. Effectivement, c'est vrai, ça dépend. Ça dépend de l'IDA qu'on va utiliser. Il y a aussi un niveau de photogrammétrie, on peut avoir des très bons. J'ai pas mis des. C'est impossible de mettre des caractéristiques parce que ça dépend beaucoup de l'appareil photo, de l'objectif, de la lumière. Euh, on va dire qu'entre les deux, il y a, comme j'écris, la différence, c'est que les LIDAR, il est beaucoup plus cher parce que pour faire la photogrammétrie, ça suffit un simple appareil photo, donc il est moins cher. C'est plus facile à traiter on nous permet avec les logiciels d'avoir déjà un modèle plutôt beau, entre guillemets, euh, mais à niveau d'aspect, il est plus. On n'a pas besoin de travailler beaucoup, à différence de la leader terrestre, qu'on verra. Il faut traiter la nuage de points. Par contre, la photogrammétrie est très liée à la lumière. Les leaders, il ne faut pas oublier qu'on peut utiliser aussi à noir total. On n'a pas besoin d'avoir de la lumière. Donc, c'est pour ça que c'est utilisé dans les mines, dans les grottes, parce qu'on n'a pas besoin de sources de lumière, donc ça marche sans problème. Chose pas vraie pour la photogrammétrie. C'est pour ça que aussi, comme on disait, c'est très précis aussi la photogrammétrie, mais avec des bonnes conditions de lumière, avec un bon appareil, avec un bon objet. Ce qu'on a choisi, nous, comme laboratoire, ben, on a choisi les deux parce qu'on travaille un peu sur différents, comme vous verrez, sur différents projets. Dans notre cas, on a un laser scanner modèle Leica Belka 300. Je vous mis aussi un peu de prix, ça coûtait 22 000 euros, plus le logiciel Leica qui va après 2 000 euros, donc total 24 minutes. L'achat est fait, j'ai fait un peu de publicité, mais il faut encore aujourd'hui, je remercie beaucoup grâce à la DMAP. Et la plateforme géométrique de HSS, ASCAN, et bien sûr le laboratoire d'IPAC et le CHCSC de l'USQ, qui tous ensemble nous ont permis d'effectuer cet achat. Et la photogrammétrie, c'est moi, en montagne. Donc, il y a effectivement la photogrammétrie, une chose importante à dire, c'est très utile quand on ne peut pas porter avec nous les scanners. Ça, c'est sûr, il y a des endroits où aller avec les scanners sont un peu trop compliqués. Et les coûts, c'est beaucoup plus bas, 2 000 euros d'appareil photo, plus objectif, et 600 euros de logiciel, donc total 2600 euros. Maintenant, on a vu donc comment on fait les reliefs 3D avec les différents systèmes de captation. Mais après, comment on fait? Qu'est-ce qui va sortir de cette relief 3D? Comment on va traiter ces données 3D? Alors, là aussi, c'est un peu différent, les deux, qu'est-ce qui va sortir dans les deux appareils. Dans les LIDAR, on a parlé qu'elle va créer, donc, elle va prendre ces points
quantité énorme de points pour reconstruire la façade de notre objet. Et des fois, on parle de vraiment millions et millions de points, dizaines de millions de points, voire pire par un leader. Premier problème, il faut un bon ordinateur pour traiter ces nuages de points. Plus la nuage de points est dense, donc plus on a des points, plus c'est compliqué à traiter. Aujourd'hui, c'est moins problématique il y a quelques années. C'est pour ça aussi que les leaders, surtout Ariane, il est devenu une chose très utilisée. Parce qu'aujourd'hui, ça nous permet de traiter avec les nouveaux ordinateurs plutôt facilement, entre guillemets, ces nuages de points. Euh, mais ça reste un problème important à prendre en considération. Qu'est-ce que c'est la nuage des points? C'est une représentation visuelle déjà de notre modèle. Il est utilisé, on peut penser que la nuage des points, on la va utiliser comme euh, c'est les données brutes. Et c'est très très important à niveau des recherches parce que c'est là qui nous permet de faire les mesurations plus précises, de travailler si on veut faire des coupes d'objets. Euh, et, et comme vous pouvez voir, ces deux images des nuages de points, là, il y a une image de la charpente de la commanderie. En bas, c'est une image donc terrestre, un lidar terrestre. En bas, c'est une image lidar aérien. Vous verrez que, comme je vous disais, il y a déjà des couleurs. Parce que désormais, tous les lidars, ils ont avec eux un appareil photo avec plus ou moins résolution. Ça permet de, pour chaque point, au-delà des coordonnées X, Y, Y, aussi d'avoir l'information RGB, donc la couleur de chaque point. C'est pour ça que dans la nuage des points, on a déjà pratiquement un modèle 3D visible. Euh, dans la nuage des points, par contre, c'est après on veut valoriser notre modèle, euh, imprimer aussi notre modèle, c'est très important, mais aussi après les mettre sous Internet, par exemple. Il faut ce passage important qui s'appelle le maillage, ou la mesh rendering. Donc, c'est consiste à la création des triangles qui va les 3 points de la nuage des points. Cette méthode va couvrir tous les espaces vides. C'est pour ça que c'est fondamental, par exemple, si on veut imprimer notre objet, on est obligé de passer pour le maillage euh, pour avoir un objet pratiquement solide ou qu'il n'y a pas de trous, de vide. Donc, ça, c'est les deux passages. Nuage de points, mèche, donc les maillages. Le dernier passage, je ne l'ai pas mis, mais c'est le rendering. Ça serait donc donner aussi de la lumière à notre objet, des textures, donc les images sur les matériels. On peut travailler vraiment sur les typologies de matériels qu'on va à mettre sur notre modèle, la différente lumière, différentes lumières de jour. Ça, c'est la partie de rendering, donc la création d'un modèle plus proche à réel. Hum, La partie de rendering, c'est moins intéressant à côté si on va travailler vraiment sur côté copie numérique et côté recherche, parce que le rendering, c'est une version très beau de notre modèle, mais on ne peut pas faire grand-chose avec lui. À différence de la nuage des points, qu'on peut faire des mémorisations et encore dans la mèche, mais on va perdre des informations parce que pour créer la mèche, il faut réduire les numéros des points dans la nuage des points. Les modèles vraiment précis, si on va travailler, par exemple aussi dans la conservation et restauration, c'est la nuage des points. Parce que là, c'est les choses plus précises. On a tous les points, on peut faire des mesures très précises de l'objet. Alors,
Je vais vous voir des exemples de logiciels et il y en a en quantité incroyable. Ça, c'est les logiciels qu'on utilise normalement, nous, au laboratoire, pour travailler. On a la suite Leica, on est obligé. Pour les personnes, moi je suis plutôt pour l'open source, mais malheureusement, pour les lasers, il y a un gros problème. On est obligé d'utiliser pour l'exportation des données, ils sont en format euh, fermé, donc en format propriétaire. Donc, on est en tous les cas obligé pour passer dans le logiciel qui a construit les lasers, donc dans ce cas Leica, pour récupérer la noix des points. Après, dans ce cas, c'est Psychology, c'est 300. Après, on la peut exporter en format ouvert comme A57 et aller directement dans des logiciels open source. Mais malheureusement, on est obligé, pour l'exporter en ce format ouvert, de passer pour un logiciel propriétaire. Et bien sûr, vu la chance qu'effectivement, en travaillant dans l'éducation, avec les c'est un peu problématique parce qu'il faut, ils sont gentils et c'est super, mais toutes les années, il faut un peu travailler pour avoir des prix corrects pour avoir les licences. Après, on a les licences complètes pour toute la suite Lake. Donc, il y a deux logiciels, Psychology 360 pour travailler la noche des points, faire la décimation des points, élever tout qu'est-ce que les objets qui ne nous intéressent pas, la question nettoyage, il y a des personnes, il y a des voitures, il y a des arbres qu'on ne veut pas, on passe par là pour faire le nettoyage. Après, le logiciel Cyclone 3DS, que c'est le logiciel qui permet de passer d'un match de points au maillage. Un autre logiciel qu'on utilise, ça c'est gratuit pour l'utilise non commercial au niveau de l'éducation nationale, à l'université. Il suffit de faire l'inscription avec un email des universités. Et c'est la suite Autodesk. Les plus connus, c'est 3D Studio Max, Maya, plus un logiciel pour le rendering, que c'est Chaos de Corona, lui aussi gratuit pour l'utilisation recherche éducation. Ça, c'est notre suite très connu. Et vu que c'est gratuit pour l'université, c'est plutôt très utilisé. Je ne prends pas beaucoup de temps, sont très très connus, utilisés dans tout le monde de 3D, aussi pour faire les jeux vidéo. Enfin, les mondes open source, mais les mondes open source, on a tout qu'est-ce qu'on veut. Je dis, sauf la première partie, que malheureusement, on est obligé de passer pour les logiciels propriétaires. Après, on peut utiliser différents, pour chaque, on va dire, passage, on a des logiciels adaptés. Pour la modélisation 3D, on a Blender, qui n'a rien de moins par rapport à 3D Studio Max ou à Cyclone 3ds. On a MeshLab pour travailler vraiment, pour la création des mèches et travailler les mèches. Et on a Cloud Compare pour travailler une manière spécifique sur la nuage de points. Ce sont des softwares, bien sûr, open source, mais ils sont vraiment de très, très bon niveau. Pour les données photogrammétriques, la procédure, c'est un peu différent parce qu'on a déjà les photos. Ça permet de créer, exporter. Lui, il va créer, bien sûr, une nuage de points, si on veut, parce qu'avec la photo, on peut avoir la nuage de points. Mais lui permet de sortir directement au maillage. Ça nous permet de sortir un modèle la photogrammétrie déjà propre, très beau, mais comme je vous dis, aussi très précise. Hein. Ça dépend vraiment, c'est lié totalement à la quantité de photos qu'on a fait, à l'appareil photo, à les conditions de lumière. Ici, pour travailler, pour créer avant tout notre modèle 3D, on utilise souvent là, honnêtement, oui, il y a des versions open source. Moi, malheureusement, je travaille encore avec des sites commerciaux, en particulier avec Metashape. Pourquoi? Parce que c'est pratique, ça va vite, il ne crée pas de gros problèmes, il accepte un peu tout. euh, il est vraiment un très bon logiciel et c'est pas énormément cher, toujours pour la même éducation. Je pense que c'est 500 € à l'an
la licence, pardon, pas l'an, c'est la licence perpétuelle. Donc, après, on peut payer si on veut les mises à jour, mais sinon, la licence, on la paie une fois et c'est fait. Euh, donc, avec MetaShape, on importe notre photo et on va directement nous permettre de créer les modèles 3D sans la mèche et les modèles 3D avec la texture. Texture, qu'est-ce que veut dire? Il va directement positionner les images sur les surfaces de notre modèle 3D. Après, il y a des autres logiciels open source. Très, très bon, c'est Alice Vision Mushroom. C'est un logiciel c'est un très bon logiciel. Et après, il y a d'autres deux logiciels. Visual SFM, c'est les concepts humains sur 3D. Il a parlé de ces logiciels. Je n'ai jamais utilisé, je vous dis la vérité. J'utilise seulement Mushroom. Et après, il y a Micmac, qui est un logiciel plutôt ancien, qui a été développé par l'hygiène et les connaissances des chaînes géographiques. Mais je ne sais pas si ça marche encore. Je pense que oui. J'ai vu le GitHub, non, ça marche. J'ai vu que le site web, je suis, il ne marchait plus. Mais sur GitHub, on a encore la possibilité d'utiliser Micmac. Et maintenant, je passe à trois exemples de relevés. Donc, on va sous concret. On a vu comment on fait les relèves, comment on va traiter les données. Maintenant, on va voir effectivement comment on fait en pratique les relevés. J'ai fait trois exemples différents. Un, c'est sur une zone des Pyrénées, l'expression géostrique de l'Otadou. Les projets, j'ai fait vite fait, je vous explique les contextes, pourquoi on était allé là, pourquoi on a utilisé les 3D. Donc, on va travailler, on est intéressé surtout sur les paysages et l'environnement de la société de la montagne. Souvent, on a pensé, on est nous, on vient de se rattacher à d'autres projets, par Ternessee, Toulouse, qui connaît fait par Christine Rendou, sous l'étude de l'occupation de la moyenne et haute montagne sur la longue durée. On a, on a vu que dans les Pyrénées, il y a de nombreux vestiges qu'il faut voir que cet espace était vraiment était d'espace vécu. Et on voit comme aujourd'hui, sont complètement disparus, comme ça a changé les rapports humain avec l'environnement. Euh, on a beaucoup de ces vestiges qui sont surtout laissés pour les bergers, mais pas seulement, aussi pour les personnes qui allaient l'été surtout pour les, à porter les animaux à plus haute altitude pour les nourrir. Ils créent des vraies propres communautés. On a plusieurs espaces de vie aussi communs. Donc, on voit que passer pas seulement passer des mois et des mois tous ensemble avec une communauté. Ça, c'est très intéressant. Il y avait aussi créé toute une structure hydrique qui permettait de transporter l'eau de la montagne jusqu'à Val avec ces rigoles. Et c'est très, très impressionnant comme ils ont structuré, comme ils ont réussi à créer ces systèmes d'irrigation et hydrique pour transporter l'eau pratiquement par tous les parcelles et partout ces petits cabanes ou structures. On verra qu'il y a des cabanes, mais aussi des structures plutôt grandes. On a travaillé surtout sur la vallée de Gaubol. Euh, on a commencé par un relief avec les LIDAR, pardon. Ici, des exemples, ça c'est la vallée on a fait passer notre drone avec les LIDAR. Comme on disait, on a appelé un ZenMuse. On a fait pour mètre carré, c'était plus ou moins 800 points pour mètre carré. On a pris. Je me souviens plus, j'ai envie de mémoire combien de mètres carrés on a fait, mais c'est énorme. C'est un nuage de points plutôt,
intéressant. La noix de pois, après, ça nous permet de faire, comme vous pouvez voir ici, des coupes et on nous permet aussi de voir les structures. On voit plutôt bien ici ces cabanes. Et il y a toute la vallée. Ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a plein de ces structures. Ces structures, il y a aussi des endroits où faisait, par exemple, le beurre. Ils produisaient le beurre, le stocker pour après les porter à Bâle. Donc, on a utilisé un drone, toujours de la DJI, c'était j'ai un vide, Matrice 300, pardon. Et première chose, donc, première chose, encore avant, on a fait toute une étude des territoires avec les cartographies, bien évidemment, cartographie, recherche dans les archives. Mais après, on est sur place. Après, on a utilisé des leaders terrestres. Dans ce cas, on a utilisé aussi un petit leader de la FGP qui permet de se balader avec lui. Ça ressemble un peu pour qui connaît un Belkatugo, mais ça coûte beaucoup moins cher. Il y a une petite caméra 360 dessous qui permet de faire des captures à 360. Et en se baladant, ça c'est un exemple de qu'est-ce qu'il a produit. Ça c'est le nuage de points qui sort, la petite nuage de points que vous voyez ici en bas, sort de ces petits capteurs leader. Bien sûr, on a un peu moins de précision, par rapport à l'IDAR terrestre classique, mais ça nous permet très vite d'avoir un modèle dans un nuage de points du bâtiment. Ça suffit, c'est de balader littéralement. On prend une main, ça c'est un collègue, Laurent Costa, c'est Ascan, c'est balader et prendre tout cette, et créer la nuage de points. On voit sous l'écran la nuage de points que ça va créer à petit à petit. Et sinon, on a utilisé aussi les leaders terrestres pour ces structures ici, en particulier, je fais voir il BK 360. C'est un projet, je ne l'ai pas dit au début, mais c'est une collaboration, surtout, c'est le consortium Project Time Machine qui est le porteur de ce projet. Donc, il y a plusieurs universités dans ce projet. Au-delà de DIPAC, il y a SCAN, il y a Limoges, Toulouse. L'autre partie, c'était, on est monté dans ce cas, vous pouvez voir, avec les zen, pour aller faire un bivouac à Montaru. On monte, on passe de plus ou moins 1000 mètres, on a monté jusqu'à 2200 mètres. Et là, pareil, quand on est arrivé à cette zone de Montaru, on a fait des survols de drones, mais dans ce cas, on n'a pas monté les drones avec les leaders, on n'a pas porté les lasers, on a travaillé tout en photogrammétrie. Donc, on est arrivé ici et on a fait de la photogrammétrie de la zone autour du lac. Ça, c'est une image à gauche, à droite, c'est moi avec les ailes, mais à gauche, c'était la photogrammétrie de cet enclos et ces cabanes à côté du lac. Après, on est monté, comme je vous disais, à 2200 mètres. Et pareil, dans ce cas, on a fait de la photogrammétrie. Donc, avec l'appareil photo, on a pris des photos des différentes cabanes, sont ces structures ici. À 2200 mètres, il y avait encore 7-8 de ces structures avec sa cabane puis un enclos. Ces modèles, c'est visible aussi sur Sketchfab. Euh, et c'est un exemple. On ne pouvait pas, c'est compliqué porter aussi avec les zen, mais c'est aussi des poids en plus avec tous les bivacs pour qu'on restait plusieurs jours. Plutôt que porter les lasers qui ils prennent aussi pas mal de temps pour faire les scansions, on a préféré travailler tout en photogrammétrie. Ça, pour l'exemple que je vous disais avant, qu'est-ce qu'on va choisir? Ça dépend effectivement de la situation. Dans ce cas, c'est beaucoup plus pratique aller faire de la photogrammétrie. Après, on demande si on a besoin d'avoir des reliefs lasergrammétriques, on le pourra toujours faire. Mais déjà, on a une base photogrammétrique que c'est déjà très intéressant et très important pour effectuer notre recherche et notre étude.
Maintenant, on passe donc dans les Pyrénées. On a vu une utilisation des différentes typologies de relief 3D qui vont d'un relief 3D LIDAR, donc sur un espace, sur le territoire, à relief avec laser euh, pour des structures ou la photogrammétrie toujours pour des structures. On passe à la commanderie templier de l'Ancourt. C'est la commanderie des villes-dieux est située dans la commanderie de l'Ancourt. Les, euh, les parties plus anciennes qui sont la chapelle et les bâtiments, j'espère que vous voyez ma flèche, appelés corps de garde, sont datés 12e siècle. Sont quoi des templiers, donc de l'ordre des templiers, c'est un ordre monastique. Après, tout autour, les autres sont des structures beaucoup plus tard du XVIIe siècle. C'est un lieu pas beaucoup étudié. C'est le musée de Saint-Quentin-Yvelines qui nous a demandé de faire ce travail 3D. On a fait avec, donc ici c'est un travail fait avec donc, les D-Lab d'IPAC, mais aussi en collaboration avec le ministère de Limoges. Et en particulier, il faut dire, il y a avec deux stagiaires du D-Lab euh, qu'ils ont créé, sont eux qui ont travaillé sur le modèle 3D. Ils ont travaillé sur la création des modèles 3D. Euh, on a pratiquement travaillé presque seulement avec leader terrestre pour qu'est-ce que c'est l'intérieur, mais aussi une grande partie de l'extérieur. La photogrammétrie par drone, on l'a fait, mais on l'a utilisé surtout pour la partie pour les toits, pour la partie très haut, où les lasers, il y a moins de précision et où le laser ne peut pas littéralement arriver si on parle vraiment des toits. Chose intéressante, c'est qu'avec les leaders, on a pu créer une copie numérique aussi de la charpente de la chapelle, euh, que c'est aussi, par exemple, au-delà de l'importance, c'est la charpente originale du XIIe siècle. C'est aussi intéressant, on demande pour la valorisation, on peut créer une visite virtuelle sur des lieux inaccessibles pour les personnes, parce que la charpente, c'est inaccessible normalement. Euh, donc, mais ça surtout pour nous, c'était important d'avoir une copie numérique de toute la chapelle, compris la charpente. On demande avoir cette copie numérique pour la conserver et éventuellement pour des raisons de restauration et de conservation. Pour vous dire, Chapelle et Corps des Gardes nous a pris ces 3 jours de travail. On fait une idée complète, totale. Je ne me souviens plus combien de stations on a fait pour un relief complet, intérieur et extérieur de la structure. On a créé des modèles 3D, tous modèles 3D différents, un avec des textures. Ces modèles que vous pouvez voir à gauche, il est visible sur Sketchfab. C'est un modèle où on a récupéré pour créer les textures, les, les couleurs RGB qui est sorti de la caméra des lasers. Cette à droite, c'est par contre, on a utilisé ce modèle 3D en tous les cas. On n'a pas utilisé des textures, des images, on a créé des textures, on a modélisé, c'est passé dans un moteur de rendering pour donner l'effet aussi des vitres, les ombrages. On a testé, voir, c'est surtout pour la valorisation, bien évidemment, mais c'est les deux étudiants qui ont travaillé sur la création de ces deux modèles. Euh, j'ai encore un peu de temps, j'essaie d'aller un peu plus vite, je vais voir encore deux choses. Dernier exemple des projets, c'est les arcades du lac à Montigny-les-Bretonneux. On passe donc une pleine époque contemporaine. C'est un bâtiment édifié en 1981 par l'architecte Riccardo Bonfil. C'est toujours le musée Saint-Quentin-Yvelines qui nous avait demandé de faire les reliefs 3D parce qu'il y avait fait aussi des travaux pour la conservation de cet bâtiment qui est y habité.
Donc, on a dû demander aussi l'autorisation pour faire les reliefs. Dans ce cas, on a fait les... Ça s'appelle l'arcade du lac parce qu'il est sous lac. Donc, on n'a pas du tout travaillé, on n'avait pas besoin de faire l'intérieur, donc on n'a pas du tout travaillé avec les lasers. Trop loin, positionner les scanners, c'était trop loin de mettre les scanners, on n'arrivait pas à faire une bonne scansion, et puis il y avait l'eau. Il y a beaucoup de choses qui créent des problèmes avec les lasers. On est passé directement à la photographie par drone. Et puis on a utilisé dans ces cas un petit drone, un DJI Phantom 4, pardon, toujours en collaboration avec, j'ai manqué un petit morceau, c'était avec toujours l'Université de Limoges, pardon, une fois que je vais donner les bonnes PowerPoint avec, c'est toujours avec l'Université de Limoges qu'on a fait ces reliefs. Ça, c'est la nuage des points qu'on a sorti. Une résolution, on n'avait pas besoin de grande résolution, donc moins de 10 cm pour 10 millions de points. Une chose moyenne, rien d'incroyable, mais on n'avait pas l'intérêt à faire une chose très précise. Après, on a créé directement les modèles. Comme on dit, la photogrammétrie permettait directement de sortir les modèles texturisés. Euh, on peut aussi ces modèles ici, les voir sur Sketchfab. Donc, ça, c'est un exemple où on utilisait seulement les reliefs avec les drones. Enfin, ces modèles ici étaient aussi imprimés. Ça permettait aussi l'impression 3D avec un imprimant, l'Ultimaker. On a fait une impression 3D de ces modèles. Ça, c'est très basique, mais les demandes, c'était vraiment d'avoir une copie, c'est à niveau muséal et de valorisation. Donc, on n'avait pas besoin d'aller pousser beaucoup sa précision. Il y avait un peu l'intérêt pour les architectes de voir sur tous les toits. Ça permettait de voir les toits, vu qu'on faisait un vol avec les drones. J'ai fait un petit, j'ai encore quelques minutes, j'espère. J'ai fait voir vite fait d'autres petits travaux qui ont été faits. Ça, c'est, on est à Limoges, c'est l'abbaye de Solignac. C'est un travail toujours dans ce cas des lasers, un relief laser. On voit les points noirs, c'est où étaient positionnés les lasers. Et ça permet de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec les lasers. On peut faire des coupes, et c'est super intéressant pour étudier effectivement la structure de notre bâtiment. C'est une vidéo qui dure quelques minutes. Quelques minutes, pardon, quelques secondes. Je ne me trompe pas trop. Voilà. Et après, la voir. On a aussi un casque Oculus Quest à disposition dans notre laboratoire, dans le DINAB. Donc, on a fait des tests aussi pour se balader à l'intérieur d'un modèle 3D, en particulier dans ce cas dans la nuage des points. Ça, c'est un château de Ligueur. C'était fait pendant l'atelier de construction Projection Machine en 2023. C'est les nuages des points, on l'a obtenu avec les leaders terrestres, donc toujours notre petit bel K300. Et voilà, les rendus, c'était on voit la nuage des points. Vous pouvez voir, c'est intéressant de voir aussi la partie blanche, c'est où il n'y a pas de points. Parce que malheureusement, les lasers, il faut le dire aussi, euh, il y a des choses qui bloquent le passage des lasers. Là, on n'aura pas de données. Donc, il faut aussi faire attention à bien positionner les lasers quand on fait les reliefs pour avoir une couverture plutôt homogène de tous les objets, dans ce cas les bâtiments qu'on veut faire les relèves 3D. Euh, une chose aussi importante, comme vous pouvez voir, les fenêtres, les lasers, ils passent, ne les reconnaît pas, ils passent au-delà del vitre. Donc, c'est un autre problème parce que souvent, on a un problème de nettoyage après à l'intérieur de la structure parce que le laser, il va prendre des points à l'intérieur de la structure. Donc, il y a tout un problème aussi de nettoyage. La photogrammétrie, comme on pense, il n'y a pas ce problème. Il fait les photos des fenêtres.
Et aussi pour l'eau. Dans l'eau, il y a le même problème, les lasers. Il ne faut pas travailler, bien évidemment, avec l'eau. Il y a trop les points sont pas, ils sont rejetés. Je ne veux pas les mots. Et pour savoir un peu plus sur le 3D patrimoine, je vous fais trois exemples. Il y a beaucoup de choses. Et simplement, pour dire, il y a un consortium humain 3D HN. Il travaille pour aussi les bonnes pratiques pour le 3D. Le Chip Heritage Documentation, c'est une organisation internationale. Et aussi les laboratoires MAP de Marseille, qui fait tout le travail sur Notre-Dame. Merci de votre attention. Je pense que je serai dans les temps. Donc, merci beaucoup de votre attention.